Si vous regardez une carte d'Haïti, vous verrez quelque chose d'étrange. Au sommet d'une montagne, loin de tout, se trouve une large forteresse appelée Citadelle Laferrière ou Citadelle Henry. C'est la plus grande forteresse du continent américain et sa construction ici n'était pas un hasard. C'était une décision stratégique basée sur une seule idée: survivre à une invasion imminente. Alors aujourd'hui, on va rentrer à l'intérieur pour comprendre comment ce lieu a été pensé comme une dernière ligne de défense et pourquoi ce plan reposait sur un scénario qui ne s'est jamais produit. À 979 mètres d'altitude, une forteresse surgit au sommet d'une montagne presque inaccessible, conçue pour résister à une invasion qui n'est jamais venue, mais qui aurait pu anéantir toute une nation. En 1813, elle est inaugurée, massive, écrasante, encore inachevée. 15 années de travaux n'ont pas suffi, et pourtant déjà, elle domine tout le nord d'Haïti. Derrière ses murs, des dizaines de milliers de boulets, des canons braqués vers l'horizon, et une seule obsession: empêcher le retour des Français après l'indépendance proclamée en 1804. Henri Christophe n'a pas construit une simple forteresse. Il a construit une réponse à la peur. Une peur concrète, stratégique, presque inévitable à l'époque. L'armée française, humiliée, pouvait revenir à tout moment. Et si elle revenait, il fallait un refuge ultime, un point de repli imprenable, un lieu où résister jusqu'au dernier homme. Mais rien, absolument rien dans cette construction n'est improvisé. Car Christophe ne part pas de zéro. Depuis son arrivée très jeune dans le nord de Saint-Domingue, il a vu les fortifications coloniales françaises. Les forts côtiers, les batteries, les lignes de défense pensées pour protéger les ports, mais aussi un autre modèle, plus discret, plus stratégique, celui des défenses intérieures. Et là, tout change. Au lieu de défendre les côtes, on contrôle les montagnes. On verrouille les passages. On transforme l'intérieur du territoire en piège militaire. Ce modèle, initié dès 1763 par le gouverneur Armand de Belzunce, repose sur une idée simple. Si l'ennemi débarque, on ne l'arrête pas sur le rivage. On le laisse avancer, puis on le bloque dans les hauteurs. Christophe reprend cette logique et la pousse à l'extrême. La citadelle n'est pas seule. Elle s'inscrit dans un réseau. Les ramiers, les forts environnants, les anciennes positions stratégiques, tout converge vers ce point culminant. Une forteresse centrale, reliée à un système défensif déjà éprouvé pendant la guerre d'indépendance. Et ce système a fait ses preuves. Les Anglais l'ont utilisé. Toussaint Louverture l'a perfectionné. Et face aux expéditions françaises, cette stratégie de repli dans les montagnes a transformé le territoire en forteresse vivante. Mais Christophe voit plus loin, parce qu'à cet emplacement précis, bien avant la citadelle, il y avait déjà des fortifications. Une carte de 1760 le prouve. 2 ouvrages, 2 bastions, positionnés exactement là où se trouvent aujourd'hui la citadelle et les ramiers. Ce n'est pas un hasard, c'est une continuité, une transmission militaire invisible. Mais il est important de noter le génie logistique du fort comme position défensive en cas du retour des Français. En contrebas de la citadelle, on retrouve le brochetage qui s'étend comme un grenier stratégique. Une vallée fertile qui pouvait nourrir 10 000 hommes. Une véritable machine logistique. Chaque parcelle de terre, chaque récolte, chaque sentier est pensé pour nourrir une garnison entière retranchée au sommet. Sans cette vallée, la citadelle devient un piège. Avec elle, elle peut tenir des mois, peut-être des années. Et au-dessus, suspendu dans le vide, le ferrier domine tout. Un bloc de pierre dressé comme une menace permanente. Visible de loin, puis soudain invisible. Car en approchant depuis Dondon, quelque chose d'étrange se produit. La montagne des Ramiers s'interpose. Ces 3 forts dissimulent totalement la citadelle. Le géant disparaît, jusqu'au dernier moment. Mais d'où est venue l'idée de créer un bâtiment aussi imposant? Cette vision, Christophe ne l'a pas imaginée dans le vide. À 15 ans, il est déjà plongé dans la guerre. Pas en Haïti, mais en Amérique. Au siège de Savannah pendant la guerre d'indépendance des États-Unis,
Au sein de la Légion d'Estaing, il observe. Il apprend sans le savoir. Les lignes anglaises, les bastions, les positions d'artillerie, le rythme des assauts, le rôle du terrain. Et ce qu'il voit là-bas ne le quitte jamais. Des années plus tard, ces images ressurgissent, mais transformées. Car entre-temps, d'autres influences s'ajoutent. Des modèles européens, des îles entièrement fortifiées comme celle de l'île d'Aix, située dans la région Nouvelle-Aquitaine. Des systèmes où chaque mur, chaque angle, chaque ouverture a une fonction précise. Alors Christophe ne copie pas, il fusionne. Il adapte ses savoirs à une réalité nouvelle. Un royaume noir indépendant, menacé, isolé, obligé de penser la guerre autrement. Et cette logique déborde largement la citadelle. Partout dans son royaume, les anciennes plantations changeaient de nature. Des sucreries deviennent des forteresses. Des habitations deviennent des châteaux. Des murs agricoles se transforment en lignes de tir. À Bellevue-le-Roi, à la Victoire, au Manteau. Les traces sont encore visibles. Des meurtrières percées dans la pierre. Des structures civiles converties en position défensive. Tout le territoire devient une extension de la guerre. Mais au centre de tout, il y a ce sommet. 45 mètres de murailles dressées dans le ciel, 8 niveaux superposés. Des galeries voûtées, des escaliers étroits, des bastions reliés entre eux comme un labyrinthe conçu pour ralentir, piéger, contenir. À l'intérieur, entre 1500 et 5000 hommes peuvent vivre enfermés, avec leurs propres réserves, leurs propres citernes, leur propre cuisine, même leur propre tombe. Car au cœur de la citadelle, il y a un détail important. Le roi est là, pas symboliquement, physiquement. Son tombeau est au centre, et celui de son gendre, mort dans l'explosion d'une poudrière, repose à quelques mètres. Ce n'est plus seulement une forteresse. C'est un sanctuaire militaire, un lieu où pouvoir, mémoire et mort sont enfermés dans les mêmes murs. Et autour, tout un territoire chargé d'histoire converge vers elle. Les lieux de naissance de Toussaint Louverture sur l'habitation Sucrerie, Bréda du Haut-de-Cap, et de Dessalines sur l'habitation Caféière-Cormier, à la Grande Rivière du Nord, les vestiges des Taïnos, les traces de Christophe Colomb, les repères de Flibustier, les champs de révolte de 1791, les champs de bataille contre l'expédition Leclerc. Tout est là, concentré, compressé, comme si toute l'histoire d'Haïti pointait vers ce sommet précis. Mais cette concentration pose une question plus dérangeante. Si la citadelle est à la fois une arme, un refuge, un symbole, et même une tombe, alors est-ce vraiment une forteresse destinée à gagner une guerre, ou un monument construit en prévision de sa pire issue? À l'intérieur du fort, on y trouve 163 pièces d'artillerie, 50 000 boulets, des canons venus de 4 empires différents, alignés, prêts à tirer, mais qui ne tireront jamais. La citadelle est armée pour une guerre totale. Des canons de fer massifs, arrachés à la mer ou récupérés des champs de bataille. Des pièces en bronze, marquées d'armoiries étrangères, parfois martelées pour effacer leur origine. Françaises, espagnoles, anglaises, napolitaines. Certaines portent encore des devises, comme un canon britannique lié au duc de Marlborough, gravé d'un message paradoxal, fidèle mais malheureux. Chaque pièce a une histoire, une trajectoire, une capture, et tout converge ici. Placées en hauteur, elles dominent un rayon de 2 km. Grâce aux tirs plongeants, chaque projectile devient plus meurtrier encore. Les mortiers peuvent envoyer des bombes à 1 km. Les obusiers explosent à moyenne distance. Les canons de siège frappent avec précision. Tout est prêt. Tout est calibré, tout est silencieux. Et pourtant, ce silence militaire est compensé par quelque chose de beaucoup plus bruyant. Le récit. Car la vraie puissance de la citadelle ne réside plus dans ses canons, mais dans les histoires que l'on raconte à leur sujet. 6 000 hommes, dit-on, parfois 20 000. Répartis en groupes de 300, grimpant la montagne, tirant les canons à la corde, à la main, sans machine. C'était déjà la taille d'un atelier d'esclaves sur une grande plantation du Nord. Une unité de production, une unité de souffrance. Et maintenant,
une unité de construction. Les anciens esclaves deviennent des soldats. Les ateliers deviennent des brigades. La logique reste la même, mais le sens bascule. Et dans les récits transmis aujourd'hui, la brutalité refait surface. On raconte que lorsqu'un groupe n'arrivait plus à hisser un canon, on en éliminait la moitié pour accélérer le travail. On parle de sang mêlé au mortier, de corps sacrifiés pour faire tenir les murs. Historiquement, c'est du sang de bœuf. Mais dans la mémoire collective, ce sont des hommes, parce que ce n'est pas la précision qui compte, c'est l'impact. La citadelle n'est pas seulement construite en pierre, elle est construite en narration, et cette narration fait quelque chose de plus puissant que la guerre elle-même. Elle unit, elle transforme un lieu en expérience, un passage presque obligatoire, un pèlerinage. Et la question devient inévitable. Si la citadelle est aujourd'hui un symbole aussi fort, est-ce grâce à ce qu'elle a été ou à ce que l'on a choisi d'en faire? La construction du site commence avant même l'ordre officiel. Avant même que Dessalines ne demande de fortifier les montagnes, Christophe n'agit déjà. L'indépendance vient d'être proclamée et dans le même souffle, la peur du retour français s'installe. Une peur immédiate, presque évidente. Dessalines ordonne de transformer les sommets en bastions. Mais dans le nord, les pierres sont déjà en train d'être posées. Christophe n'exécute pas simplement un ordre, il anticipe. Et surtout, il voit plus grand. Car partout ailleurs, les fortifications restent locales, dispersées, fonctionnelles. Des forts pour protéger des villes, au Cail, à Jacmel, dans l'Artibonite, au-dessus de Port-au-Prince. Mais la citadelle, elle échappe à cette logique. Elle n'est pas là pour défendre une ville, elle domine tout un territoire. Et très vite, une autre intention apparaît, car au sud, une autre Haïti se construit, celle de Pétion, celle de Rigaud, une république dirigée par les élites mulâtres. Plus ouverte, plus tournée vers l'extérieur. Deux visions, deux pouvoirs, deux légitimités. Et Christophe comprend une chose essentielle. Pour exister face à cette rivalité, il ne suffit pas de gouverner. Il faut impressionner, il faut marquer. Alors la citadelle devient autre chose, un message, un défi. Une preuve visible que le pouvoir noir peut non seulement survivre, mais dominer. Une montagne sur la montagne. Mais qui est cet homme, ce génie bâtisseur qui a façonné la fierté de tout un pays? Né en 1767 en Grenade, île de possession française puis anglaise, Henri Christophe était le fils d'un affranchi. Vendu, déplacé, formé comme domestique, cuisinier, maître d'hôtel, rien ne le destinait au pouvoir. Puis tout s'accélère. À 15 ans, il est déjà dans la guerre. Ensuite, il change de camp, il monte, il combat. Il brûle le Cap en 1802 pour empêcher les Français de le reprendre. Colonel sous Toussaint, général sous Dessalines, puis, en quelques années, chef du Nord. Et enfin, roi, mais pas un roi symbolique, un roi qui construit, qui organise, qui codifie, qui crée une noblesse, qui impose des lois, qui transforme un territoire entier à son image. Et au centre de tout ça, il place des monuments, des palais, des châteaux, et au sommet, la citadelle. Car quand Christophe meurt en 1820, tout vacille. La poudrière explose, le palais est pillé, le royaume s'effondre. Puis, en 1842, la terre tremble. Le palais de Sans Souci est en grande partie détruit. La citadelle est touchée, fragilisée. Certaines batteries sont gravement endommagées. Tout aurait pu disparaître, mais elles restent debout. La réponse de Christophe tient en une idée simple, construire. Pas pour habiter, pas seulement pour se protéger, mais pour prouver. À ce peuple qu'on voulut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Cette phrase ne décrit pas la citadelle. Selon le récit attribué à Christophe face à un officier britannique, tout se joue là. Si un peuple peut montrer ce qu'il a construit, alors il peut commencer à croire en lui-même. Et cette idée ne s'arrête pas à la citadelle. Elle descend la montagne. Elle prend forme à Milhaud, là où surgit un autre choc visuel. Le palais de Sans Souci.
des ruines aujourd'hui. Mais à l'époque, un centre politique, administratif, militaire et symbolique, concentré en un seul espace. Ministère, monnaie, bibliothèque, caserne, hôpital, atelier, jardin, tout est là, tout fonctionne, tout répond à une logique, organiser un royaume et le montrer, car ici encore, chaque détail parle. L'entrée monumentale impose le silence. La chapelle circulaire écrase par ses proportions. Les aqueducs, les canaux, les jardins, tout évoque un ordre maîtrisé. Même les lieux de pouvoir informels sont scénarisés. Un arbre, le caillemitier, sous lequel le roi rend justice. Où se divertit, pouvoir absolu, mais mis en scène comme une proximité. Puis vient le chœur, le palais, 3 étages, un escalier monumental, une façade qui domine tout, et surtout un message, gravé, visible, assumé. Je vois tout et tout voit par moi dans l'univers. Ce n'est pas une devise, c'est une déclaration de contrôle total, et autour, les symboles s'accumulent. Un phénix qui renaît de ses cendres, des lions couronnés, une épée, Dieu invoqué comme justification. Tout est pensé pour produire un effet précis, légitimer un pouvoir qui, par nature, ne l'est pas aux yeux du monde, parce que Christophe le sait. Mais après Christophe comme commanditeur de l'ouvrage, qui en a été l'architecte? Personne ne sait vraiment qui a construit la citadelle. Pas avec certitude. Un nom revient, Henri Barré. Puis il disparaît dans le doute. Suisse, écossais, allemand, ou simple officier du génie haïtien, chaque version contredit l'autre. Chaque récit réécrit l'origine. Comme si même la création du monument refusait d'être figée. Ce qui reste, en revanche, est plus troublant. Un jeune aventurier venu de La Rochelle. Quelques ouvriers étrangers débarqués d'Angleterre ou des États-Unis. Des soldats polonais capturés, puis intégrés. Et surtout, une corvée imposée à toute une population. Un chantier sans visage unique, un assemblage. Des fragments d'Europe mêlés à une force locale contrainte. Et au milieu de tout ça, une vérité qui dérange. Cette forteresse symbole de liberté est aussi construite par un système de travail forcé. Pas l'esclavage, mais pas totalement libre non plus. La mention des Polonais dans l'histoire d'Haïti attire beaucoup d'attention. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Les Polonais, au nombre de 6000 hommes, font partie de l'expédition de l'armée française envoyée par la France de Napoléon pour écraser la Révolution. Mais arrivés à Saint-Domingue, ils désertent. Ils rejoignent les Haïtiens et deviennent, officiellement, noirs dans la Constitution de 1805. Un statut, une transformation radicale. Comme si, dans ce nouveau monde, l'identité ne dépendait plus de la naissance, mais du camp choisi. Avec toute cette richesse historique, pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas la citadelle? Quelle est vraiment sa place parmi les hauts lieux historiques de l'humanité? En 1982, la citadelle entre au patrimoine mondial. Officiellement protégée, officiellement reconnue, mais cette reconnaissance arrive tard. Entre-temps, le temps a déjà commencé son travail. Le climat ronge, les structures s'affaiblissent, les pierres se fissurent, et surtout, l'abandon menace. Alors, à partir de 1979, quelque chose se met en place. Des équipes, des financements, limités au départ, 100 000 $. Presque rien face à l'ampleur du site, mais suffisant pour déclencher autre chose, une validation internationale. Le programme des Nations Unies, l'UNESCO, des missions, des experts, des relevés, des cartes. Pendant plus d'une décennie, on étudie, on restaure, on tente de comprendre. Chaque pierre devient un objet d'analyse, chaque ruine, une donnée. Le parc national historique prend forme. 250 hectares. Un territoire entier transformé en mémoire protégée. Mais très vite, une autre logique s'invite, le tourisme. Des croisiéristes arrivent, des milliers, chaque année. Un aéroport est construit, le Cap devient une destination. Et surtout, l'Abadi, une presqu'île isolée, fermée, séparée du reste du pays par un mur, un décor parfait, une carte postale, un fragment d'Haïti, sans Haïti. Et là, une tension apparaît.
car plus la citadelle attire, plus elle risque de se transformer. En produit, en expérience calibrée, en récit simplifié. Les recommandations s'enchaînent: muséification, visite guidée, communication, développement touristique, formation, gestion. Tout devient structuré, optimisé. Mais à chaque étape, une question revient. Comment transmettre sans trahir? Comment ouvrir au monde sans diluer le sens? Le nom même de la citadelle n'est pas clair, pas glorieux, pas symbolique, pas choisi pour impressionner, juste oublié. La Ferrière. Un nom banal, celui d'une habitation coloniale comme tant d'autres. Probablement une caféière perchée en altitude. Rien d'exceptionnel. Rien qui annonce une forteresse monumentale. Et pourtant, ce nom est resté, sans explication, sans transmission. Comme si, au cœur même de ce lieu saturé de mémoire, une partie de son histoire avait été laissée de côté. Mais en creusant, des fragments réapparaissent. 2 hommes, 2 noms identiques, 2 trajectoires. Le premier, Georges Michel de la Ferrière. Officier, capitaine des dragons milices du Dondon, un homme du système colonial, loyal, ambitieux, 18 ans de